va commencer par parler un peu du discours d'Emmanuel Macron, hein. Le fameux discours churchillien qu'on nous avait annoncé. Donc, c'est ce qu'on va faire dans cette première partie. Je vais vous dire ce que j'en ai pensé, vous dire ce que j'ai pensé du discours d'Emmanuel Macron. Alors, je commence par dire que ce que je suis en train de faire là, c'est une très mauvaise idée, c'est-à-dire que comme vous, je viens de l'écouter, je viens de l'entendre, j'ai eu l'occasion ni de le revoir, ni de le lire, puisqu'on n'a pas le texte encore sous les yeux. Donc, je vous donne mon analyse à chaud, avec ce que j'ai pu en noter, le retour que j'arrive à avoir dessus, ce qui est plutôt une mauvaise méthode, hein. C'est-à-dire qu'en analyse du discours, on essaye au moins d'avoir le texte pour pouvoir en faire une analyse fine, ce que là, j'ai pas pu faire. Qu'est-ce qu'on peut en dire? Il y a plein de choses qu'on peut en dire qui sont pas très intéressantes. Pas au sens où le discours était pas intéressant, mais au sens où il était assez convenu, c'est-à-dire qu'il y a eu toute une partie compassionnelle. Je la laisse de côté. Bon, chacun jugera est-ce qu'elle était réussie ou non, est-ce que Emmanuel Macron vous a semblé sincère ou non. J'ai envie de dire, ça regarde chacun de nous de cette analyse-là, hein. Donc, je laisse toute la partie compassionnelle de côté. Je laisse de côté toutes les annonces. Vous avez vu que Emmanuel Macron a commencé à esquisser comment allait se produire le déconfinement. Il a parlé des nouvelles mesures de soutien à l'économie. Bon, bah ça, c'est des choses qui sont importantes, mais qui valent pour les annonces elles-mêmes. Évidemment, la grosse annonce, c'est le fait qu'il y a maintenant une date provisoire de déconfinement, qui est le 11 mai prochain. Alors, là, il y a quelque chose d'intéressant quand même. Pourquoi est-ce que Emmanuel Macron nous donne cette fois-ci une date, plutôt que de nous dire « je prolonge à nouveau pour 2 semaines ou 3 semaines et puis après on verra ». Je pense qu'il le fait pour 2 raisons. Une raison politique et une raison psychologique. La raison politique ou sanitaire, c'est qu'on peut commencer à estimer cette date du déconfinement, ce qu'on ne pouvait pas faire jusqu'à présent. La première raison qui fait qu'on peut annoncer une date de déconfinement, c'est que maintenant on a les informations. C'est une raison sanitaire et politique, c'est que jusqu'à présent, c'était impossible d'évaluer en réalité à quel moment on pourrait sortir. Là, on commence à avoir les premières études des conseils scientifiques qui font que on peut commencer à donner une première date. La deuxième raison, qui est une raison vraiment psychologique, qui est, là, je pense, le fait que d'annoncer comme ça le report de 2 semaines en 2 semaines, ça crée un sentiment d'infinité, c'est-à-dire le sentiment d'être dans un temps infini, de ne pas pouvoir se projeter sur un après-confinement, tout simplement parce qu'on ne sait pas quand il va finir. Et si on ne sait pas quand il va finir, psychologiquement, on ne sait même pas si il va finir. Et donc ça, tout le monde voit bien, je pense, dans son fort intérieur, à quel point c'était en train de devenir douloureux. Et là, le simple fait de mettre une date, ça va nous permettre à tous de commencer à faire des croix sur notre calendrier et à compter les jours qui nous séparent du déconfinement. Et je pense que ça, psychologiquement, c'est quelque chose qui aide, évidemment, à vivre une période difficile, comme celle que l'on vit en ce moment. Et je pense Emmanuel Macron a senti qu'on en avait besoin, on sent tous qu'on en avait besoin. Donc je pense que c'est pour ces 2 raisons-là qu'il a annoncé une date, parce que d'une part, il peut commencer à le faire, parce qu'on a des informations, et d'autre part, parce qu'il était bon qu'il le fasse pour des raisons psychologiques. J'en reviens au discours d'Emmanuel Macron, et à la partie qui m'intéresse. Donc vous le comprenez, hein, que sur tout ce que je viens de dire, je pense que c'est pas intéressant d'en faire un décryptage rhétorique. Il n'y a pas grand-chose à en dire, quoi. Il y a une partie il y a 2 parties qui, en termes rhétoriques et politiques, sont très intéressantes et sur lesquelles, là, on peut rentrer dans l'analyse. C'est, d'une part, il a proposé un premier bilan de la gestion de la crise avec une réponse aux critiques qui lui sont adressées. Et d'autre part, il a esquissé à quoi ressemblera ce qu'il a appelé lui-même l'après 11 mai, le monde d'après le confinement. Et ça, c'est de la politique. Et ça, on peut en parler. Sur le premier bilan d'Emmanuel Macron et sa réponse aux critiques, il y a des choses qui me semblent problématiques. Je vous lis cette phrase. Donc Emmanuel Macron a rappelé qu'il y avait eu des problèmes dans l'approvisionnement des masques, qu'il y avait eu des difficultés dans l'approvisionnement des blouses. On va y revenir sur ce live. Bon, plutôt honnêtement, pourrait-on dire. Et il a eu cette phrase. Il a dit « Comme vous », je le cite, hein, « Comme vous, j'ai vu des ratés, encore trop de lenteur, de procédures inutiles, des faiblesses aussi dans notre logistique. Nous en tirerons toutes les conséquences en temps voulu. » Ça va pas. Ça va pas, c'est très problématique. Parce que, comme vous, j'ai vu des ratés, vous savez, la rhétorique se passe quand même beaucoup dans les pronoms. Comme vous, j'ai vu des ratés, Emmanuel Macron se met avec nous en spectateur de la gestion de crise qu'il critique lui-même.
comme si lui n'avait rien à voir avec cela. Comme si il avait été témoin de raté, dont il n'est ni comptable ni responsable, et constatant que ça s'est mal passé, il nous dit, ah bah, rassurez-vous, hein, je vais faire le nécessaire, là, retour au nous en tirerons toutes les conséquences en temps voulu, donc je vais faire le nécessaire pour réorganiser tout ça quand il sera temps. C'est-à-dire que il se met à l'extérieur des critiques, j'ai vu comme vous les problèmes, et il se met à l'intérieur de la résolution de ces critiques. Il fait comme si les problèmes n'étaient pas de son ressort, mais donc il n'est pas comptable des critiques. En revanche, il est comptable de l'amélioration du système après coup. Ça, c'est pas possible. Enfin, c'est pas du tout possible, si vous voulez, en termes rhétoriques. C'est vraiment c'est de la déresponsabilisation. Et c'est d'autant plus grave qu'on ne le voit pas passer. C'est-à-dire que ça arrive comme ça, au milieu d'une phrase, et si on n'est pas attentif, à la fin du discours, l'impression qu'on a, c'est bon, bah oui, il est peut-être pas si responsable que cela, le pauvre. Et juste après, et c'est presque encore plus grave, il a tout un passage, j'ai pas pu le noter, donc j'ai pas pu le noter mot à mot, mais j'ai une citation assez fidèle quand même, je pense. Il dit, il a aussi des réussites qu'il faut souligner, ce qui semblait impossible depuis des années, nous avons su le faire en quelques jours. Ce qui semblait impossible, nous avons su le faire en quelques jours. Nous, ok? Première personne du pluriel, il s'inclut dedans. Et derrière, il fait une longue énumération. Et dans cette longue énumération, de quoi parle-t-il? Des soignants qui ont travaillé comme des fous, nuit et jour pour certains, pour sauver des vies. Il parle des livreurs, des caissiers, des caissières, des ouvriers, des travailleurs qui ont pris des risques, qui ont mis leur vie en danger pour que le pays puisse continuer. Mais là on est sur du nous. Nous avons su faire. Donc là, vous commencez à voir comment s'articule la structure pronominale, la structure grammaticale de son discours, mais qui nous donne la stratégie rhétorique qu'il y a derrière. C'est-à-dire que dès qu'il y a eu des difficultés, il les a vues, c'est pas de sa faute. Dès qu'il y a des réussites, c'est nous, collectivement, donc lui aussi. Et quand il s'agira de transformer le pays, bah c'est à nouveau nous, voire même je, puisque la dernière partie du discours est au je. Donc vous voyez, grammaticalement, il y a tout un travail de déresponsabilisation qui consiste grosso modo en travaillant phrase après phrase sur les pronoms, à chaque fois à se mettre en dehors du problème quand il le reconnaît, mais à se mettre dans la solution. Et ben ça c'est problématique. Ça c'est problématique en termes rhétoriques. Alors c'est plutôt bien fait, hein. Là je salue le travail, mais ça donne l'impression que rien n'est de sa faute, alors qu'il est président de la République et qu'il est comptable et responsable de tout. D'absolument tout, de ce qui aura été réussi et aussi de ce qui ne l'aura pas été. Voilà pour cette partie que moi j'ai trouvé, honnêtement, si je devais la qualifier, pour donner un euphémisme, moi j'ai trouvé ça indécent. J'ai trouvé ça indécent, indigent même. Très réussi rhétoriquement, mais politiquement indécent. Ensuite, il y a toute la partie conclusive de son discours où il esquisse ce qui se passera après le 11 mai. Bon, alors, là, il y a beaucoup de problèmes aussi. Il a cette phrase « Il faudra nous rappeler que notre pays repose tout entier sur des hommes et des femmes, que notre économie reconnaît si mal et rémunère si mal. » Oui, il a raison. Mais bon, il est tout de même le seul à le découvrir. Enfin, c'est pas comme s'il y avait eu un mouvement qui a duré plus d'un mois, plus d'un an, le mouvement des Gilets jaunes qui a justement alerté sur le fait que les travailleurs n'arrivent plus à vivre. C'est pas comme si une partie des syndicats demande des hausses de salaire depuis des années maintenant. Donc, vous voyez, ça, c'est quand même très compliqué de le découvrir maintenant. Et puis, il a tout ce moment où il nous explique qu'on va construire un monde d'après. Et il a cette phrase, il faudra sortir des sentiers battus, sortir des idéologies, nous réinventer, moi le premier. Donc là maintenant, lui, il fait partie de la solution. Hein. Il faudra bâtir un autre projet, un projet français, une raison de vivre ensemble profonde. Je tâcherai de dessiner le chemin qui rend cela possible. Donc là, c'est un appel à l'union nationale et au consensus national. Ça aussi, ça pose deux problèmes. Déjà, un premier problème, c'est que le consensus national, c'est une illusion. L'idée qu'il existerait une solution politique miraculeuse qui mettrait absolument tout le monde d'accord, c'est une idée illusoire. La définition de la politique, c'est qu'elle est affaire de choix. Et si elle est affaire de choix, c'est qu'elle est affaire de désaccord. La définition de la politique, c'est qu'on n'est pas d'accord. Donc, dire
dire on va sortir des idéologies, là, cette phrase-là, on va sortir des idéologies et bâtir un consensus national. Mais non. Euh, la politique, c'est de l'idéologie. C'est justement le fait que sur un même problème, nous ayons des solutions et des idées divergentes, différentes. Euh, entre ceux qui veulent, je le dis pour aller vite, sortir du système capitaliste ou néolibéral, d'une part, ceux qui veulent mettre l'accent sur le souverainisme, d'autre part, et tandis que mon chat est de retour. Et lui, qui depuis le début de son quinquennat a manifesté euh, une, une, euh, un accord avec le système libéral, voyez bien que là, il y a trois idéologies qui sont très très différentes. Donc, le consensus national, c'est vraiment une illusion. Il va falloir faire un choix et dire quel sera ce choix. Et euh, en l'occurrence, vous avez peut-être vu que il y a eu des déclarations de Bruno Le Maire qui commençaient à dire que pour relancer l'économie après la crise, il va falloir faire des efforts et consentir à des sacrifices. Des déclarations qui vont exactement dans le sens de celles du MEDEF. D'ailleurs, Geoffroy Roux de Bézieux, le président du MEDEF, a eu exactement les mêmes déclarations. Bon, donc il est temps de savoir si c'est ça vraiment le consensus qu'on voudra. Peut-être, enfin, peut-être que c'est une bonne chose, peut-être que c'est une mauvaise chose. Il appartient à chacun de le décider. Mais voyez bien que là, ce qui se dessine du monde d'après, c'est pas véritablement quelque chose de consensuel, justement. Et la dernière question que je pose, c'est quand il dit encore une fois, je tâcherai de dessiner le chemin qui rend cela possible. Là, il va vraiment falloir se poser une question, mais je pense que c'est trop tôt pour poser cette question-là, mais on peut l'ébaucher. Il va falloir se poser la question, est-ce que c'est Emmanuel Macron, l'homme le mieux placé, pour ébaucher ce chemin consensuel qui rendra cela possible? Pourquoi je dis ça? Parce qu'Emmanuel Macron, c'est le président de la République qui aura provoqué la grève de plus longue ampleur depuis mai 68, la grève contre la réforme des retraites. Il aura provoqué la grève historique la plus longue dans le monde de la santé. Pas tout seul, hein, il n'est que le dernier maillon d'une ligne, enfin, d'une chaîne de décision politique. Mais enfin, c'est quand même sous sa responsabilité qu'on a eu une grève d'un an dans les hôpitaux. Il aura provoqué un des mouvements sociaux les plus virulents de ces dernières décennies, le mouvement des Gilets jaunes. C'est-à-dire que cet homme qui, en fait, depuis qu'il est président, n'a eu de cesse de diviser les Français, c'est une observation que je fais, enfin, indépendamment de ce qu'on peut penser d'Emmanuel Macron, c'est un fait que son quinquennat a vu les mouvements sociaux de plus grande ampleur depuis des décennies. Donc cet homme qui, de fait, a divisé les Français, est-il le mieux placé pour les rassembler aujourd'hui? C'est une question qu'on peut poser là encore. Bon, donc ça aussi, c'est problématique. C'est problématique et la vraie question, c'est est-ce que c'était le moment de parler de ça? Moi, je ne crois pas, honnêtement. Je pense que ce discours-là, qui par ailleurs avait des choses positives, hein, notamment quand il a parlé de la gestion médicale de la crise et des traitements, je trouve qu'il a su trouver une ligne politique qui était plutôt bonne. Le discours où il ébauche la sortie du confinement, enfin, est-ce que c'était le moment de faire ça? Je ne pense pas vraiment. Parce qu'en fait, ça y est, j'ai trouvé ce que je voulais dire. En fait, avec cette dernière partie qui se veut être une partie d'ébauche d'un consensus national, en fait, il remet de la politique et donc de la division dans un discours qui était censé rassembler. Je pense que c'était vraiment pas le bon moment de faire ça. Voilà, donc vous comprenez, si je dois résumer, avoir donné une date provisoire, hein, mais une date de déconfinement, je pense que c'était ce qu'il fallait faire. Je pense vraiment que c'était une bonne décision. Tout le passage compassionnel, moi à titre personnel, je préfère vraiment ce ton-là, cette tonalité-là à la tonalité martiale et guerrière que j'ai déjà eu l'occasion de critiquer. Donc moi, à titre personnel, je me réjouis qu'il ait changé qu'il ait changé la tonalité de son discours de ce point de vue-là. Toute la dernière partie politique, j'aurais souhaité qu'il ne rentre pas là-dedans. Je pense que c'est une erreur parce qu'honnêtement, ça me semble très très critiquable. Ce qu'il a dit est très problématique et je ne suis pas sûr que c'est ce qu'il fallait faire. Et toute sa réponse aux critiques centrales, moi je la trouve très problématique. Très problématique, encore une fois, hein, moi je trouve ça assez indécent. Cette manière qu'il a eue assez sournoise presque de se déresponsabiliser en utilisant vraiment des procédés rhétoriques qui sont fins, plutôt réussis,
mais dont la conclusion, c'est précisément ça, c'est de se responsabiliser d'une situation dans laquelle il est responsable en définitive. Voilà. Voilà le décryptage que je voulais vous proposer. Je me rends bien compte d'avoir pas vraiment su faire ça avec synthèse. J'espère vous avoir éclairé. Et encore une fois, hein, gardez à l'esprit que c'est vraiment une analyse à chaud, quelques minutes, sans avoir pu relire le discours, donc avec tout ce qu'elle et sans avoir pu évidemment la préparer et l'écrire, donc avec tout ce que ça comporte d'imprécision. Bon, voilà. Noélie Falguer, toi, tu es médecin psychiatre. Tu travailles à l'hôpital Villévrard dans le 93. Toi, tu travailles plus précisément à Bondy. Euh, on t'a déjà vu à 2 reprises sur ce live. Vous n'aviez pas suffisamment de masques, pas suffisamment de blouses, pas suffisamment de gel hydroalcoolique, que vous aviez des malades qui présentaient les symptômes du Covid-19, mais que vous n'aviez pas suffisamment de tests pour tester tout le monde. Ça, c'était il y a 2 semaines. Je me trompe pas. Ouais, ouais, il y a 2 semaines, oui, il y avait quasiment aucun test même. Ouais. Euh, une semaine plus tard, t'es revenu témoigner. Alors là, cette fois-ci, vous n'aviez toujours pas assez de masques, vous n'aviez toujours pas assez de gel hydroalcoolique. Il y avait 2 nouveautés, si je me souviens bien. La première nouveauté, c'est Excusez-moi. que vous n'aviez non seulement vous n'aviez plus de surblouse, mais il y avait une note officielle de l'hôpital qui vous demandait de fabriquer des surblouses à partir de sacs poubelles et qui vous donnait des tutos pour construire les sacs poubelles. C'est bien ça? Alors, il y a des petits ateliers, de ce que j'ai cru comprendre, de création maintenant sur l'hôpital de blouses à partir de sacs poubelles. Ouais. Hmm. Donc voilà, donc non seulement plus de blouses, mais l'hôpital qui officiellement vous demandait de fabriquer des blouses à partir de sacs poubelles. Et puis, vous aviez enfin pu tester une partie de vos patients. Et là, vous aviez appris qu'il y avait 2 malades du Covid-19 dans ton service. C'est à peu près ça? Hmm, c'est ça. Il y en a eu Et d'autres donc, après, mais ouais. là, on se retrouve une semaine plus tard encore. Donc, c'est le moment de te demander, Noélie, comment ça va? Bah, ça pourrait aller mieux, on va dire. Bon, du coup, je suis tombée malade, hein, j'ai attrapé le Covid. Bon, ce qui était relativement prévisible. Alors, les gens, ne vous inquiétez pas, je tousse dans ma main, mais j'habite seule. Donc, je ne vais pas contaminer tout le monde. Mais oui, donc ce qui était relatif, en fait, c'était assez prévisible au vu de ce que tu décrivais et du manque de moyens. Voilà, donc j'ai été testée positive la semaine dernière. Je voulais prendre ce témoignage parce que c'est tellement représentatif de ce qui se passe en ce moment, c'est-à-dire d'un système de santé qui est incapable de protéger ses soignants, qui avait pas suffisamment de masques à leur donner, qui finit par leur demander de fabriquer des blouses à partir de sacs poubelles. Et bon, bah 2 semaines plus tard, euh, voilà ce que ça donne. Est-ce que toi tu connais d'autres soignants dans ton entourage qui ont attrapé le Covid-19? Ouais, 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 il y a notre assistante sociale qui l'a eu. J'ai des infirmiers travaillent aussi en consultation, dont une qui a dû être hospitalisée. Oui, il y a plusieurs personnes, ouais, qui ont été atteintes dans mon entourage. Toi, a priori, ça va quand même. Je crois que pour l'instant, t'as pas une forme grave, donc pour que les gens soient rassurés. Non, non, ça va. Bon, bah voilà, ça se passe je crois que ça se passe de commentaires. Est-ce que t'as écouté le président Emmanuel Macron ce soir? Ouais, j'ai écouté le président, ouais. Ça a pas complètement, à mon avis, contribué à mon rétablissement. Mais c'est vrai que moi, ça me met assez en colère quand même de voir de quelle manière il prend les choses un petit peu, extrêmement légère. On a un peu l'impression qu'il en parle par-dessus la jambe. Oui, peut-être qu'on a eu un peu de retard, peut-être que oui, oh, il semblerait qu'on n'ait peut-être pas tout à fait fait les choses parfaitement. C'est juste extrêmement irrespectueux en fait. C'est extrêmement irrespectueux pour les soignants qui ont été atteints, c'est extrêmement irrespectueux pour tous ceux qui ne sont pas soignants, toutes les personnes qui sont au travail et qui sont atteints et qui ont attrapé donc le Covid parce qu'ils n'avaient pas assez de mesures de protection. C'est irrespectueux pour les malades.
c'est respectueux pour les familles endeuillées. Je ne comprends pas qu'on puisse se permettre de tenir un type de discours pareil. En ce moment même, il y a encore des médecins, il y a encore des soignants qui sont dans des réanimations. On ne sait pas s'ils vont survivre. Donc, je trouve que ça aurait mérité quand même un tout petit peu plus de respect. Et ça aurait mérité d'être un petit peu plus grave et peut-être de prendre un petit peu plus en considération ce qui peut être de sa responsabilité, parce que ça, on n'a pas vraiment l'impression qu'il en soit conscient. Et l'autre chose qui m'a un petit peu dérangée, je dirais, c'est qu'on a l'impression qu'il découvre. Il découvre, alors c'est merveilleux, il découvre que bah, finalement l'hôpital ça sert à quelque chose. Il découvre que les gens, ah bah oui, les gens dans la rue, les gens qui travaillent, ça sert à quelque chose. Ah, et puis en fait c'est bien, hein, dis donc, là, il y a eu un gros travail. Il y a même un moment où il parle où il dit que voilà, il y a eu tout un travail qui a été fait en s'appuyant un petit peu sur les gens du terrain, et que ça vraiment c'est merveilleux, ça fait avancer les choses. Ce qui est assez terrible, c'est que ça fait plus d'un an au niveau médical, mais globalement, enfin, il y a eu d'autres mouvements, mais ça fait plus d'un an, en tout cas au niveau des soins, qu'on essaie de lui expliquer ça. Ça fait plus d'un an qu'on dit qu'il faut de nouveaux moyens, qu'il faut une nouvelle manière de gouverner les choses. Et là, on a l'impression qu'il découvre l'eau chaude. Donc, très sincèrement, c'est extrêmement agaçant, pour dire les choses de manière euphémique, on va dire. Écoute, Noélie, en tout cas, merci pour ce témoignage et puis ce coup de colère froide et contenu. Mais je pense qu'on a tous entendu entre les lignes la colère justement qu'il y avait derrière. En tout cas, donc j'ai vu qu'il y a des gens qui posaient la question. Évidemment, là, tu es confiné, enfin, tu es en quarantaine chez toi, hein, bien sûr, tu t'as arrêté de travailler naturellement. Donc, on pense, en tout cas, on pense très fort à toi et on souhaite de bien te remettre, de prendre soin de toi, de te reposer. On pense aussi aux autres soignants dont tu viens de nous parler qui ont été contaminés par le Covid, en sauvant des vies et en s'occupant des malades. Et puis, on espère te retrouver très bientôt de plein pied et en forme. Et si je peux juste rajouter une petite pensée à tous les soignants qui vont travailler, qui n'ont peut-être pas encore été atteints, mais qui vont sans avoir forcément le matériel nécessaire, qui continuent à faire leur travail et qui ont surtout une peur très importante dont j'entends peu parler, c'est celle de ramener la maladie chez eux et de toucher leurs proches. Et ça, je pense que c'est vraiment faire preuve d'un courage incroyable. Voilà. Donc, je voulais leur faire passer un petit coucou. Et puis passer un coucou à mon service aussi, tant que j'y suis. Voilà. Et le coucou est passé. Merci beaucoup, Noélie. Merci d'être venue. On prendra tes nouvelles. Repose-toi bien. Merci. Salut, Oxmo. Salut, Clément. Comment vas-tu? Me vois-tu? Oui, je te vois très bien. Parce que je ne me vois pas, donc je n'ai aucune idée de l'image que je donne. Je vais très bien, écoute. On est en bonne compagnie, toujours. Ça fait pas de mal. Ouais. Quoi de neuf en cette 4e semaine de confinement? Des mots. C'est vrai? le plus facile à trouver, hein, tu veux dire. Hein. C'est en même temps, il y a pas tellement de choix non plus. Donc, comme c'est ce que je cherche, c'est tant mieux. Est-ce que tu nous as préparé un texte pour ce soir, Oxmo? J'ai que des embarras du choix, tu vois. Ouais. J'hésitais entre un texte de Georges Sand et là, je suis parti sur Adélaïde Dufresnoy. Adélaïde Dufresnoy. D'accord. Voilà. C'est drôle comme quelquefois les sentiments, une émotion banale peut être mise en valeur quand elle est bien écrite. Tu vois? Oui, c'est vrai. Ça s'appelle la jalousie. Dernier trésor d'une amie, toi dont les chastes amours. Attends, je repars. Faut le faire propre. La jalousie. Dernier trésor d'une amie, toi dont les chastes amours aux jours sombres de ma vie font succéder de beaux jours. Ah, pardonne à ma tendresse, le caprice et le soupçon. Quand on aime avec ivresse, on perd souvent la raison. Je sais que ton âme pure méprise un art imposteur, que je te fais injure en soupçonnant ta candeur. J'abhorre la jalousie, qui m'atteint de son poison. Mais je t'aime à la folie, je perds souvent la raison. À mes injustes alarmes, loin d'opposer des froideurs. Lorsque tu verras mes larmes, presse ton cœur sur mon cœur. Qu'un regard, un doux sourire bannissent mon noir soupçon. Montre-moi plus de délire et j'aurai plus de raison.
Adélaïde Dufresnoy. Qu'est-ce que c'est beau. C'est pour les Flowers. Merci Clément de ton écoute attentive. Merci, merci. On a toujours été les meilleurs. C'est un plaisir de t'écouter. C'est un privilège. Merci beaucoup. C'est réciproque. Bonne soirée à toi. Très vite. Sur nous. À toi aussi. À très vite. Hey, salut Coach Joe, comment tu vas? Clément. Ben écoute, très bien. Très très bien. C'est un plaisir de te voir dans ta salle du temps. Ouais, exactement. Elle est là. Avec tout le matériel qu'il faut. Bon alors. Aujourd'hui, c'était débrief Macron. Donc, je pensais pas que j'allais être de la partie. J'allais faire partie du débrief Macron. Ah bah écoute, toujours. Un petit peu quoi. Bon alors coach Joe, toi tous les soirs sur Click à la maison, tu proposes des exercices pour permettre à tout le monde de rester en forme pendant le confinement. Ouais, est-ce que tu as un petit exercice, est-ce que tu as un petit défi du jour? Ouais, même sans être un défi, en tout cas quelque chose que je vous conseille de faire. C'est un peu comme ça qu'on essaie d'amener la chose chaque soir avec un exercice. Pas de performance, pas de nombre de répétitions à faire. C'est juste une compétition contre soi-même pour vous forcer à vous bouger un peu, quoi. C'est ça la démarche, c'est ça le concept. Donc là, aujourd'hui, incroyable. Quelque chose de très simple, le stand-up. D'accord. On n'est pas dans le stand-up, le comédie stand-up, mais hop, en français, se mettre debout, en anglais, le stand-up, où on va partir en fait très rapidement. Où on part de la position à genoux et on vient, hop, droite, gauche et je me lève. Stand-up. Je repars et droite, gauche et je me lève. Vous pouvez remarquer, quand je suis en train de me remettre en position debout, je ne monte pas tout de suite. J'essaye de garder le bassin le plus bas possible pour avoir un travail des jambes le plus intense possible. Donc droite, je garde le bassin le plus bas possible. Gauche, je me retrouve en position de squat et là, je pousse. OK, de côté, juste que vous voyez de côté ce que ça donne. Pas de dos arrondi. Hop, je me tiens bien droit, je serre au niveau de la sangle abdominale et je vais chercher donc droite, gauche. J'ai une ouverture là au niveau des hanches et je viens pousser. Je repose droite, gauche, je pose les fesses et je repars. Droite, gauche et je remonte. Donc on fait notre petite série. 10 en commençant jambe droite, 10 en commençant jambe gauche et on se le répète 4 fois. Ça sera déjà pas mal. Donc le stand-up, petit mouvement, pas trop compliqué. On peut le faire sans matériel, sans poids et déjà on sera pas mal. J'ai vu des gens dans le chat dire comme d'hab, ça a l'air facile, mais je vais pleurer en le faisant. C'est exactement ce que je me suis dit. Tu sais quoi, pour leur montrer que c'est pas si dur que ça, tu vas nous le montrer, toi, tu vas nous le faire. Tu vas nous faire une petite vidéo qu'on va poster. Parce que comme toujours, taguer Click, moi ou Mouloud, et on reposte les vidéos pour booster un maximum de gens. Et aujourd'hui, un petit stand-up. Donc Clément s'est proposé pour montrer que c'était pas si dur que ça. on devrait je me suis pas du tout proposé. Ouais, je sais que tu voulais pas me le demander directement parce qu'on se connaît pas. Donc c'est passé par un autre chemin, mais en tout cas, aujourd'hui, tiens, tu vois, on t'attend au tournant, Clément. Ah bah évidemment, faut donner l'exemple. Ça y est, ça je m'y attendais. Bon bah écoute, on va y penser. Hein. On va penser au stand-up. Le stand-up, voilà. Le donc, stand-up. Du soir, pas forcément à faire ce soir. On aura le récap sur ma page ou sur la page de Click. Vous pouvez le refaire demain. Et comme toujours, notre concept, c'est pas de vous proposer des séances toutes faites, c'est de vous proposer des exercices qu'on accumule au cours de la semaine et maintenant qu'on a accumulé depuis le début du confinement, qui vont à la fin vous donner une banque d'exercices dans laquelle vous pourrez piocher et vous faire votre propre séance avec des intensités plus ou moins élevées. C'est le but, c'est le concept. Ça marche, voilà. Coach Joe. Super. Bah écoute, merci beaucoup. Un grand plaisir. Et puis, on se revoit tout au long de la semaine pour la suite de nos séances. On garde ça. On est parti. Avec plaisir. Bonne à très force à vous. Toi aussi. Et on se tient au courant. Ciao. À demain. C'était un grand plaisir de vous avoir tous sur le live. Alors, pour vous dire, cette semaine, on se retrouve mercredi. Alors, je ne peux pas exactement encore vous dire, mais je suis en train de vous
voilà, je suis en train de vous préparer une chouette interview. Donc mercredi, normalement, on se retrouve avec normal. Voilà, je veux rien annoncer parce que c'est pas sûr, mais normalement, on se retrouve mercredi avec un invité exceptionnel. Croyez-moi, si ça marche, ça va être une chouette interview, je pense très intéressante. Donc moi j'ai hâte d'y être. Et puis bah avec j'espère Oxmo, j'espère Coach Joe et puis toute la tous les compères de Click. Il y a des gens qui disent pourquoi pas prendre Mouloud en live, mais ce sera un grand plaisir, hein, les amis. Mais je ne le vois pas du tout. Hop, je ne le vois pas du tout dans les parages. Mais il nous a fait un coucou. Il nous a fait un coucou tout à l'heure. Je l'ai vu poster un petit message. On pense très fort à lui. Encore une fois, hein, rassurez-vous, Mouloud va plus que bien. Au contraire, il est en train de bosser vraiment comme un fou sur la suite. Et croyez-moi, la suite, ça annonce du lourd. Ça va être très chouette. Voilà les amis, on se retrouve mercredi. Probablement vendredi aussi, et puis à partir de la semaine prochaine, je pense plutôt 2 fois par semaine. Je pense le lundi ou le jeudi. Voilà, je pense que c'est vers ça qu'on se dirige. Quelle heure? Toujours 21h. Où ça? Toujours ici, hein, sur la page de Click TV. Moi, je vous dis, passez une bonne fin de soirée. Prenez bien soin de vous. Pensez à vos proches. Prenez soin d'eux. On pense tous très fort à tous les gens dans le pays qui bossent, qui sont au front, qui nous permettent de vivre. On pense très fort à tous ceux qui sont malades et qui ont attrapé le Covid, à leurs proches. Voilà, on essaye de penser les uns aux autres et puis on espère s'en sortir tous tranquillement le 11 mai peut-être, comme l'a annoncé le président Macron. À très vite les amis, et j'espère vous retrouver au plus vite. Ciao, ciao.